Le phénomène culturel aussi, c'est pas à banaliser. Les Haïtiens, par exemple, sont une population qui mange un peu plus salé que d'autres. Et puis le manque de connaissances. Et puis je rajouterais là-dessus les troubles cognitifs parce que c'est nos personnes âgées, puis il faut répéter et répéter parce que ces gens-là ne sont pas capables d'avoir une grande rétention de l'information. La barrière à l'activité physique, je vais en parler très peu parce qu'on a une spécialiste qui me suit après qui va en parler. Donc, l'indice de masse corporelle, plus on est gros, moins on a le goût de bouger et plus c'est difficile. Les comorbidités de l'insuffisance cardiaque, le diabète avec les ulcères aux pieds, les problèmes neuropathiques qui augmentent la pression plantaire, ça ne les stimule pas à bouger. L'arthrite, l'angine sont des facteurs aussi qui vont être plus difficiles pour lui. La classe fonctionnelle, nos gens qui sont en classe 3, en classe 4, c'est difficile de les stimuler à bouger alors qu'au moindre effort, ils sont dyspnéiques. C'est d'où l'importance d'essayer de mettre un plan pharmacologique qui va diminuer l'insuffisance cardiaque congestive. Et l'accessibilité et la supervision à un programme d'exercice, ce n'est pas donné partout non plus de pouvoir avoir une supervision, un programme en réadaptation cardio-pulmonaire. Les barrières au contrôle du poids, souvent c'est la motivation. On n'est pas convaincu que ça va changer de quoi, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas hospitalisé. Il y a des gens que j'ai beau leur dire, ils ne se pèsent pas, ça ne change pas, c'est toujours pareil. Et le jour qu'ils arrivent à l'hôpital en surcharge, sans crier garde, après ça, je vous jure, ils se pèsent. Mais des fois, ça prend un événement marquant comme ça pour créer la peur chez nos patients pour qu'ils puissent être convaincus. Mais il y a d'autres interventions qu'on peut faire. L'oubli du contrôle de poids et puis le manque de connaissances, encore une fois. Les professionnels de la santé, on peut favoriser la non-compliance aussi en ayant une attitude paternaliste. Quand on prend l'impératif en parlant aux patients, disant « vous devez arrêter de fumer, vous devez faire ci, vous devez faire ça », souvent, ça ne fonctionnera pas. Puis vous allez peut-être même mettre le client à dos et ça va augmenter la non-compliance. Donc, c'est toujours de faire susciter la réflexion de nos patients qui est important. Et puis, la plupart d'entre vous connaissent le Prochaska, la théorie motivationnelle. C'est souvent des attitudes préconisées pour aborder ces sujets-là avec le patient. La fréquence des suivis, c'est pas pareil d'un patient à l'autre et j'essaie de l'ajuster en fonction du patient. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'encouragement, plus de sécurité, plus de validation, d'encadrement. J'ai des patients, si je ne les vois pas aux 6 semaines, ils vont aller à l'hôpital. J'en ai d'autres que je peux les voir juste aux 4 mois, puis ça va très bien aller. Donc, c'est vraiment d'orienter ça selon le patient en tant que tel. Et l'accessibilité aux soins, on est en pénurie d'infirmières, mais vous voyez, j'ai parlé ce matin des cliniques d'insuffisance cardiaque satellite. Ce n'est pas simple à démarrer, donc l'accessibilité à des soins spécialisés n'est pas une chose facile. Les stratégies, mes recommandations, je vous en ai glissé un petit peu tout à travers ma conférence, mais les formules pédagogiques variées. Plus on a de méthodes pédagogiques avec nos patients, plus ça risque d'apporter des bénéfices. Que ce soit écrit, oral, je leur donne des pamphlets, j'essaye de les stimuler de la façon la plus qui va répondre le plus à leurs besoins. Valider toujours la compréhension des patients, c'est toujours bien important. À la fin de chaque entrevue, je demande à mes patients, est-ce que vous avez des questions pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez de moi comme professionnel de la santé? Si je vous posais une seule question aujourd'hui, si vous aviez une seule question à me poser, ça serait laquelle? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus présentement par rapport à votre maladie? Ce sont tous des questions qu'on peut poser aux patients, puis ça va vous apporter une foule de renseignements pour intervenir après. Donc, ça, c'est très important à faire, de toujours être certain que le patient reçoit un consentement éclairé à toutes nos interventions, que ce soit pour le port d'un défibrillateur, d'une resynchronisation, retourner en hémodynamie. Il faut que les patients comprennent bien et il faut respecter également la volonté des patients à ce sujet-là. Les stratégies comportementales,
Il faut préconiser la collaboration interprofessionnelle, bien entendu. On essaie de mettre le plus de gens autour du patient, que ce soit la diététicienne, les kinésiologues, le pharmacien, le médecin, nous, les infirmiers et infirmières, pour suivre ce patient-là. Et on a chacun nos spécialités, puis ensemble, souvent, on réussit à faire de bonnes interventions parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 45 minutes avec chaque patient environ. Donc, 45 minutes pour tout faire, c'est jamais assez. Donc, en prenant la collaboration de plusieurs professionnels, on réussit souvent à trouver de bons compromis entre nous. D'impliquer la famille dans les salles d'attente, ne pas laisser les enfants, la conjointe qui reste dans la salle d'attente, qui n'ose pas, c'est de toujours l'apporter avec nous. Quand on est à l'hôpital, comme infirmière à l'hôpital, faites rentrer la famille quand vous êtes assis sur le bord du lit puis vous parlez aux patients. C'est toujours important. Je ne le dis pas assez, mais Dr Bérubé aussi est bien d'accord avec ça. 2 têtes valent mieux qu'une. Plus on leur en dit, la capacité de rétention est à peu près de 10 % de tout ce qu'on va leur dire. Donc, si on a 2 personnes qui retiennent, bien, qui ont retenu 20 %, c'est déjà mieux. Le renforcement du soutien social, c'est à nous de trouver des ressources pour les gens, trouver des ressources dans leur milieu pour que ces gens-là aient un soutien adéquat, ne serait-ce que pour venir à ma clinique avec le réseau Amis, la popote roulante pour les repas, toute l'aide à domicile. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut mettre pour que le patient soit le plus soutenu possible dans son milieu. Donc, je vous en ai parlé tantôt, de valider la satisfaction des soins, évaluer les attentes des patients envers nous, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, identifier leurs besoins d'apprentissage, de prendre conscience des facteurs de non-compliance que je vous ai parlé aujourd'hui, de réévaluer le plan thérapeutique à l'aide de modèles d'intervention, Prochaska, la théorie motivationnelle. Maintenant, comment maximiser, encore là, je vais me répéter, j'ai pas mal dit tout le contenu de ma conférence, mais comment maximiser le traitement, c'est de favoriser des interventions avec une équipe interprofessionnelle que je vous ai nommée là, de prévenir la dépression chez nos patients. C'est pas banal, c'est des gens aussi qui ont un bas débit, donc en ayant un bas débit, on a moins de sang qui se rend au cerveau. Donc, souvent, ces gens-là vont éprouver plus de symptômes de dépression que la normale. Donc, c'est bien important de bien suspecter ces symptômes-là puis de référer à des intervenants pour leur prise en charge. Impliquer les aidants naturels et réviser et réajuster la médication. On a tendance à être trop agressif avec nos pilules, puis des fois, bien, ça donne des effets secondaires. Et puis, ça peut même causer la chute chez la personne âgée. Donc, de toujours de reconnaître ces effets secondaires-là, puis d'obtenir la collaboration avec les pharmaciens et les médecins. On diminue les symptômes d'insuffisance cardiaque congestive en optimisant la médication. Le suivi de la compliance au plan thérapeutique, ces 4 points-là, je dis à mes infirmières de clinique satellite, vous allez avoir l'impression de radoter, mais non, on ne radote pas. Répéter, aller réévaluer à chaque visite la diète hyposodée, la limite liquidienne, le contrôle du poids, l'assiduité médicamenteuse. Souvent, on va trouver des choses pour intervenir auprès de ces patients-là. La formation, moi, je trouve que c'est important. La formation pour les infirmières, que vous comprenez bien c'est quoi l'insuffisance cardiaque, reconnaître et évaluer les signes cliniques de décompensation d'insuffisance cardiaque, puis définir le rôle de chacun des intervenants dans vos centres par rapport à cette maladie-là. Ça va aider beaucoup à avoir un plan thérapeutique plus complet. Une meilleure compliance également. La collaboration en impliquant dans les soins aux insuffisants cardiaques, donc comprendre et appliquer les données probantes, intervenir dans l'adhérence de nos patients au plan thérapeutique, puis de créer un partenariat CLSC-CLIC. Présentement, on travaille gros là-dessus parce que j'ai des patients en soins de vie qui ne peuvent plus se déplacer. Et ce qu'on veut faire, c'est avoir un partenariat. Présentement, j'ai 3 patients qui sont suivis à domicile par des infirmiers de CLSC.
ils font seulement m'appeler et on ajuste ces diurétiques par téléphone. Je leur fais extrêmement confiance et ces patients-là en bénéficient grandement. Et puis communiquer avec la clinique. Ils communiquent fréquemment avec moi, mes infirmières des cliniques satellites aussi. On communique tout ensemble pour que l'évaluation des patients soit adéquate. Donc, tout ça va permettre d'avoir un meilleur plan thérapeutique pour le patient. Je vous remercie.